Et en guise de préambule sur ce survol du jansénisme, c'est bien Roland Mounier que je vais vous citer. Il a été repris par un philosophe qui s'appelle Lucien Goldman, et il nous parle de la monarchie. Pour arriver à comprendre le jansénisme, il faut comprendre que l'histoire de la monarchie se divise en 3 grandes étapes. La monarchie féodale, je ne vous la raconte pas, je suppose que je suis entre gens qui savent de quoi nous parlons. La monarchie tempérée qui a vu la primauté définitive du roi sur les seigneurs, et ensuite la monarchie absolue. Pendant la monarchie tempérée, les rois se sont appuyés sur les légistes du tiers-état pour lutter contre les féodaux et asseoir leur autorité. Je pense que ça parle à tout le monde. Hein, pour faire pièce aux prétentions et à l'indiscipline de la noblesse d'épée, il s'agit d'asseoir pour le roi, d'asseoir son autorité, et il va le faire en s'appuyant sur les légistes du tiers-état. Et pour faire rentrer de l'argent, au XVIe siècle, Louis XII et François Ier ont vendu les offices de fonction publique qu'Henri IV va rendre héréditaires. C'est-à-dire que ce que les rois vont faire, ça va être de créer des offices et ensuite de les rendre payants. Et c'est là que va apparaître le sujet dont nous allons parler. Les juges sont donc des officiers, des gens qui sont propriétaires d'office. Avant, le noble rendait la justice simplement parce qu'il était noble, et ensuite, les officiers, donc des non-nobles à l'origine, vont rendre la justice parce qu'ils sont propriétaires d'office de judicature. Ce qui veut dire que pour être magistrat à partir de cette période-là, il faut bien sûr avoir étudié le droit, on ne devient pas magistrat sans connaître le droit, mais bientôt il faudra surtout être le fils d'un homme qui est déjà magistrat, ou alors qui est assez riche pour le devenir en payant. Le Parlement de Paris, qui est le plus grand tribunal, la plus grande cour dite souveraine, alors souveraine parce qu'elle décide. Hein, les parlements sont les cours souveraines qui décident en leur âme et conscience et qui sont souveraines de leurs décisions. Ils ne rendront compte qu'au roi et pas à une juridiction supérieure. Le Parlement de Paris, qui est un des grands parlements de France, il a le ressort du Parlement de Paris, c'est à peu près un tiers du royaume, donc c'est vraiment un parlement gigantesque, a une prérogative exclusive que n'ont pas les autres, c'est qu'il inscrit dans ses registres l'intégralité des décisions royales. Enregistrer, ça veut dire simplement inscrire dans un registre. Voilà. C'est une faveur absolument administrative qui n'est pas autre chose. Comme il faut bien que quelqu'un enregistre, le roi, je ne sais pas lequel, a décidé que ce serait le Parlement de Paris qui enregistrerait. Mais cette faveur administrative a amené les juges au fil du temps à imaginer qu'ils pouvaient soumettre les lois qu'ils allaient enregistrer à des remontrances préalables. Alors qu'est-ce que c'est des remontrances préalables? Ça consiste à dire, Majesté, nous qui connaissons bien le droit, nous vous signalons humblement, respectueusement et avec toutes les formes qu'il convient que cette loi contrevient des lois précédentes. C'est simplement une alerte. Hein, la remontrance est simplement, à l'origine, telle qu'elle est conçue, en tout cas telle que les rois acceptent de l'entendre, c'est une alerte sur la conformité ou non à des lois précédentes. Mais le roi reste maître chez lui, et s'il a décidé que la loi allait changer et que la loi nouvelle allait contrevenir aux précédentes, c'est vraiment de sa prérogative unique et à ne pas mettre en cause. Et les juges en viennent petit à petit à prétendre faire des remontrances susceptibles de suspendre les décisions royales. C'est-à-dire que petit à petit, ces juges qui étaient à l'origine, je vous dis des gens du tiers, c'est-à-dire des non-nobles, qui sont devenus juges, qui ont été anoblis, qui prennent de l'importance parce qu'ils vont rendre justice au nom du roi, vont en venir petit à petit à prétendre partager le pouvoir avec le roi. C'est-à-dire que quand le roi dit « je veux qu'on enregistre », ah oui, mais Majesté, ça et ça et ça et ça, ça ne va pas. Et ça, c'est inacceptable. Les magistrats ont... Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple assez frappant de la résistance qu'ont pu opposer les magistrats à une décision royale. Quand Henri IV a voulu faire enregistrer l'édit de Nantes, le Parlement de Paris a dit qu'il n'était pas d'accord. Et Henri IV leur a dit, vous faites les entendus en matière d'État, et n'y entendez non plus que moi à rapporter des procès. C'est-à-dire, faites votre travail, je ferai le mien. Et Henri IV, qui était un roi extrêmement populaire, était également un roi extrêmement autoritaire. Hein, ceci n'excluait pas cela. Le règne de Louis XIII a été une lutte incessante entre le roi et les parlements. Dès que les juges ont commencé à prendre de l'importance, ils n'ont cessé d'en vouloir plus. Et ils ont mené une vie impossible au roi. Tout le règne de Louis XIII, entre 1620 jusqu'à la mort de Louis XIII en 1643, pour faire pièce à ses prétentions
incessante des juges. Richelieu, en fait, c'est surtout une idée de Richelieu, a mis en place, a transféré à des intendants les prérogatives des officiers. C'est-à-dire qu'en l'absence d'intendant, le roi était obligé d'en passer par les magistrats, et en envoyant des intendants, il a commencé à dire « les intendants sont mes envoyés et ils ont priorité sur vos décisions à vous ». C'était vraiment le seul moyen, enfin c'est le moyen qu'a trouvé Richelieu, et c'était le seul moyen de faire reculer les prétentions des officiers. Les intendants étaient des commissaires. Alors ça veut dire quoi? Un commissaire, c'est quelqu'un qui reçoit une commission. Une commission, ça se donne et ça se reprend. Alors qu'un office, une fois que vous êtes officier, vous l'êtes, vous le restez, puisque vos enfants vont pouvoir le devenir. Les officiers étaient inamovibles, les intendants, c'est-à-dire les commissaires, étaient parfaitement amovibles d'un coup de doigt du roi. Le roi disait « je vous donne mission de » ou « je vous retire la mission », ça ne se discutait pas. Alors que si le roi voulait reprendre un office, il fallait qu'il le rembourse et qu'il le dédommage. La parole d'un roi ne se remet pas en question comme ça. Donc, les intendants étaient des commissaires, c'est-à-dire des fonctionnaires nommés. Ce qui se rapproche le plus de ce que c'était qu'un commissaire, c'est aujourd'hui un préfet. Hein, c'est l'équivalent. Donc, sauf que oui, un préfet, ça peut se démettre aussi pareil, par le fait du prince, tout à fait. Donc, c'était des fonctionnaires nommés par le roi pour appliquer sa politique dans les provinces, en lieu et place des officiers. Et la charge des commissaires n'étant pas vénale, le roi les choisissait pour leurs mœurs et leur personne. Ce qui n'a cessé de vexer ces messieurs qui disaient que s'ils restaient en place, c'est parce qu'on ne pouvait pas les chasser, alors que les autres, s'ils étaient en place, c'est parce qu'ils étaient les meilleurs. Ce qui n'a pas été du goût de tout le monde. Sous le ministère de Richelieu, l'appareil des commissaires est devenu une réalité permanente et indépendante des cours. Ce n'est pas Richelieu qui a inventé les commissaires, c'est lui qui les a généralisés. C'est-à-dire qu'à partir de Richelieu, et Richelieu, par rapport à l'invention des offices, ça fait à peine 100 ans, quoi. Hein, c'est une évolution qui va très très vite. Et c'est l'origine du conflit. Le conflit entre la royauté et les juges, ça date de là. Le roi envoie des commissaires qui font pièce aux prétentions des juges, et les juges propriétaires d'office le prennent très mal. La montée de l'influence des intendants a eu pour conséquence l'arrêt de la valorisation des offices. Un office de judicature, ça s'achetait, donc ça se vendait. Ça devenait de plus en plus cher, donc on était de plus en plus riche. À partir du moment où les intendants arrivent, les offices perdent de la valeur, et la dévalorisation se traduit également en termes de fierté, de sentiment d'humiliation et de dévalorisation d'une classe qui est malgré tout puissante, qui est nombreuse et qui va faire des grosses misères à la royauté qui les a abaissés après les avoir montés si haut. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'apparition et l'affirmation du jansénisme est directement liée à ça. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que le jansénisme? Le jansénisme, c'est un protestantisme qui est resté sous la tutelle de Rome. C'est un protestantisme qui n'a pas rompu avec Rome. Alors, quelques rappels concernant le protestantisme. Au siècle précédent, c'est-à-dire XVIe siècle, il y a eu une opposition entre l'humaniste Érasme et Luther. Ça se joue entre 1523 et 1525. Luther affirme qu'il y a impuissance totale et sans remède de la volonté humaine face à la toute-puissance de la grâce divine. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme n'est rien. Dieu fait tout. Pour Luther, la nature est mauvaise, elle est viciée, nous ne sommes pas maîtres de nos actes, nous sommes serfs, esclaves du commencement jusqu'à la fin. Tous les païens sont damnés, leurs vertus sont des péchés, parce qu'elles retirent à Dieu la possibilité de faire à lui seul notre salut. Le protestantisme est une vision affreusement pessimiste de l'humanité. Les œuvres des hommes sont sans importance pour le salut. Vous faites le bien, mais si Dieu a décidé, vous serez damnés, quoi que vous fassiez. C'est Dieu qui choisit en donnant sa grâce à qui il veut. Seule la foi peut sauver. Luther a traité Érasme, qui a vraiment professé exactement l'inverse. Pour Érasme, la vie était belle, il fallait être heureux, il fallait faire le bien autour de soi, il fallait multiplier les occasions de faire le bien, et vraiment l'humanisme
d'Erasme, c'est une... Et c'est pas que d'Erasme, enfin je pense à lui parce que Luther l'a traité de pourceau, d'ordure, enfin il l'a voué plus bactère. Il a dit que son de servio arbitro, c'est-à-dire du libre arbitre, était de la boue et de l'ordure. Et Luther a détesté Erasme, qui professait vraiment un humanisme extrêmement doux et extrêmement accessible. L'humanisme d'Erasme était vraiment accessible aux tout venants. C'était, on ne peut pas dire démocratique, parce que le mot est totalement... profondément humain et pour le plus grand nombre. Donc cette opposition entre l'humanisme d'Erasme et l'anti-humanisme, on peut dire, de Luther, a entraîné la rupture que tout le monde sait, c'est-à-dire qu'une partie de l'Europe est devenue protestante, c'est-à-dire luthérienne d'abord, protestante ensuite, c'est deux mots pour dire la même chose, encore qu'il y a eu Calvin après et que ça s'est multiplié, mais disons que la rupture date de ce moment-là, elle a entraîné l'Europe dans un siècle de guerre fratricide, mais en France, bon, vous êtes au courant, il y a eu des guerres de religion absolument atroces, mais une partie en France et en Europe, des gens qui sont restés dans le giron catholique, c'est-à-dire qui n'ont pas rompu avec Rome, ont conservé la vision des choses préconisée par Luther, et c'est là que nous allons voir ce que c'est que les jansénistes. À l'origine du jansénisme, un peu avant Cornelius Jansen, vous avez un monsieur qui s'appelle Baius, qui a vécu entre 1513 et 1589, je vous disais que j'allais voir un siècle de plus, hein, c'est au-delà, c'est 2 siècles. Il était théologien à Louvain, et c'est un précurseur du jansénisme, et il disait, sans avoir rompu avec Rome, la nature humaine a été tellement mutilée par le péché originel que les fils d'Adam, sans la grâce, ne peuvent aimer et faire que le mal. C'est un anti-humanisme et c'est profondément opposé à la théologie catholique. Profondément. L'application en Angleterre de ces nouvelles conceptions s'est vue après la chute du catholicisme, c'est-à-dire avec le schisme provoqué par le roi Henri VIII, qui était un très bon catholique au début, et puis quand il a décidé, ça d'ailleurs était très vite, hein, dès qu'Henri VIII a décidé qu'il se passerait de Rome, c'est parti dans tous les sens, et le résultat va être ce que je vais vous dire. Vous aviez d'un côté la société paysanne qui était solidaire, communale, qui prônait ce qu'on appelle le service public, l'interdiction de s'enrichir sur le pauvre, de tenter de gruger la communauté, de vendre trop cher, d'appauvrir autrui, de réaliser aucun gain au détriment de son prochain. C'était la morale publique qui avait lieu avant l'arrivée du schisme. Et la bourgeoisie qui est arrivée au pouvoir et qui s'est installée à partir du schisme d'Henri VIII prétend qu'on est maître de s'enrichir, on est maître de son bien, et tant qu'on a les moyens de l'augmenter. Les protestants, les anglicans plus exactement, hein, puisque c'est encore une branche, ils ont une conception individualiste du salut. Ils disent la propriété annihile tous les devoirs sociaux. Ce que vous faites avec votre bien ne regarde que vous. Vous n'avez pas de devoirs sociaux collectifs concernant ce qui vous appartient à vous. C'est une conception totalement individualiste. Ils disent qu'il faut laisser le libre jeu à l'intérêt économique, la fin de toute activité et la satisfaction de ses désirs. Il n'y a pas plus anti-catholique que ça, très clairement. Cette conception a été renforcée par le puritanisme. Le christianisme est pour eux un individualisme utilitaire. La révélation de Dieu à l'âme de l'individu, seule la foi peut sauver. C'est encore une des branches du protestantisme, mais ça rejoint les autres. Pour ces gens-là, le bénéfice est la marque du succès, le signe que le devoir est rempli. Le devoir, c'est le profit. Et le succès est le signe que vous avez reçu la grâce. Regardez le corollaire de ça. Si le succès et la richesse est le signe que vous avez la grâce, si vous êtes pauvre, c'est que Dieu l'a voulu. N'essayez pas de sortir de votre misère. Donc, pauvreté et misère sont pour eux la punition des péchés. La vaine pâture, c'est-à-dire la possibilité communale de pouvoir faire paître ces troupeaux sur des territoires appartenant à la communauté et pour lesquels personne ne peut revendiquer de droits spécifiques. Et toutes les lois sur les pauvres, c'est-à-dire ceux qui donnaient l'obligation en cas de disette, de famine, il y avait toujours des raisons, soit climatiques, soit X ou Y, que des calamités s'abattent sur les campagnes. Les lois sur les pauvres, comme la vaine pâture, ça favorise l'oisiveté et le péché. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aider les pauvres. Les pauvres n'ont qu'à se débrouiller. Il ne faut pas les secourir, ça leur réforme les caractères et leur permettra de sortir du péché. C'est inhumain. Et c'est exactement ce que diront les Lumières dans un siècle et demi,
mais ça c'est l'objet d'autres conférences, je suppose que vous avez possibilité d'en voir quelques-unes sur Internet. C'est effectivement toute l'idéologie des Lumières. Aider les pauvres, c'est les encourager à ne rien faire. Bande de feignants. Alors, au grand siècle, le siècle de Louis XIII, Louis XIV, il apparaît un paradoxal humanisme dévot. C'est-à-dire que l'humanisme a fait des émules, mais une certaine bourgeoisie montante, une certaine classe de plus en plus riche, se méfie de cet humanisme et prêche ce qu'on appelle un humanisme dévot, c'est-à-dire en fait un anti-humanisme qui se cache. C'est-à-dire que les gens vont se revendiquer de l'humanisme qui veut le salut pour tout le monde, la grâce donnée en partage et la liberté de l'homme qui décide ou non de faire son salut. Ça va exciter des gens qui vont se présenter comme des dévots, enfin qu'on appellera également des faux dévots, et qui vont embrouiller un peu les esprits en disant par exemple l'humanisme dévot nous invite à nous oublier nous-mêmes, à nous perdre dans les objets qui nous entourent, dans le spectacle du présent monde, notre royaume, dans la méditation des dons célestes, à nous oublier davantage encore en montant à la cime de notre être. Comment voulez-vous vous épanouir si vous vous oubliez? Il y a un truc en trop là. C'est complètement paradoxal. Tout ce qui est paradoxal et qui devient très obscur, c'est pas loin de pervers. C'est ce qu'ont essayé d'imposer des humanistes pseudo-dévots ou des dévots pseudo-humanistes. Nous les retrouverons notamment dans la Compagnie du Saint-Sacrement, dont vous avez certainement entendu parler. En 1585, naît aux Pays-Bas un monsieur qui s'appelle Cornelius Janssen. C'est lui qui va donner naissance au jansénisme. Il est évêque d'Ypres et à l'âge de 17 ans, il a embrassé le parti de Baius, le fameux théologien de Louvain dont je vous ai parlé, qui avait cette conception totalement à la fois individualiste et que je vous avais dit anti-humaniste, disant que les hommes sans la grâce ne peuvent aimer et faire que le mal. Voilà. Donc Cornelius Janssen prend le parti de Baius à Louvain dans une guerre qui l'oppose aux jésuites. Il faut savoir que d'emblée, dès la création des jésuites, la guerre est ouverte entre les jésuites et les tenants d'une certaine conception de la grâce, du salut et du catholicisme. Les jésuites vont être la cible et jusqu'à leur mort. Puisqu'ils seront, enfin, bon, ils ressusciteront après, mais en attendant, ils auront bel et bien été interdits à la fois en France et dans le monde entier, à partir d'attaques qui auront été menées, notamment largement par les jansénistes. Cornelius Janssen a publié en 1635, 1635 c'est presque la fin du règne de Louis XIII, une violente attaque contre l'indifférence de Richelieu envers les intérêts catholiques en politique étrangère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Richelieu, pour arriver au pouvoir, avait fait l'alliance avec les dévots et ensuite il s'était allié au prince protestant allemand parce que la menace extérieure à la France était catholique. C'est-à-dire que ce que Richelieu voulait, c'était défendre la France. Si pour défendre la France, il fallait faire l'alliance avec des protestants contre les catholiques, c'était le choix, parce que le roi de France est le roi pour la France et pas pour le roi catholique. Or, ce que dit Cornelius Janssen, c'est qu'il est absolument scandaleux pour un roi de faire alliance, de faire la guerre ou de faire de la politique pour autre chose que pour des raisons religieuses. Et le jansénisme va se situer là-dedans. Il écrit en 1640 un énorme et imbuvable livre qui s'appelle l'Augustinus, dans lequel il prône le renoncement au monde inhumain et lugubre. Tout va mal, la vie est une vallée de larmes, nous ne sommes là que pour souffrir, il faut renoncer au monde, il faut renoncer au plaisir, il faut renoncer à la vie, il faut renoncer au bonheur, il faut renoncer à tout ce qui est bien. Alors, Saint-Augustin, c'est quand même une référence pour les jansénistes. Entre 354 et 430, on remonte loin dans l'histoire, il avait prôné effectivement une théologie qui ressemble beaucoup à celle qu'ont prôné les jansénistes. Et les jansénistes, alors le Concile de Trente, c'est le troisième tiers du XVIe siècle. Le Concile de Trente a remis les pendules à l'heure concernant le Saint-Augustin et l'humanisme. Le Concile de Trente a prôné l'humanisme et a pris ses distances avec Saint-Augustin, incontestablement. Je ne vous ai pas apporté ici des canons du Concile de Trente parce que je ne pourrais pas tout dire, mais il y a effectivement énormément de choses qui consacrent à partir de ces années-là l'humanisme
catholique, l'humanisme. Tous les hommes ont droit à la grâce, tous les hommes sont égaux devant Dieu, tous les hommes peuvent faire leur salut, et tous les hommes sont libres de choisir de le faire ou de ne pas le faire. Donc dans l'Augustinus, on trouve les références suivantes. La grâce n'est pas donnée à tous les hommes. Ceux à qui elle est donnée ne l'obtiennent pas d'après le mérite de leurs œuvres, ni d'après celui de leur volonté. C'est du Luther. Or là, ce que je vous dis, ce n'est pas Luther, c'est Janssen.